Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette cinquième session de live hacking. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Pondo Alexis, je suis ingénieur cybersécurité et actuellement je suis penetration tester dans une entreprise ivoirienne. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes présents ce soir pour la cinquième séance, disons, de notre habituel traditionnel live hacking dans laquelle nous, disons, attaquons une cible en ligne. Donc, pour cette troisième séance, nous avons décidé de nous attaquer à une cible Linux. Donc, déjà, je vais essayer de partager l'écran de mon lab. Je vais changer. Vous me dites si vous voyez mon écran, hein. Vous arrivez à voir mon écran? Allô, il y a quelqu'un? Allô? Ok, je vois. Oui, allô, Oui, oui. c'est bon, on voit. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, je viens de voir, quelqu'un m'a dit qu'il voit. Il n'y a pas de problème. Donc, on va directement se rendre sur le challenge. Bon, oui. On va directement se rendre sur le challenge. Donc, je vais copier le lien de la room que nous allons attaquer aujourd'hui dans le chat. Au cas où il y a des personnes qui aimeraient le faire après. Bien. Donc, la room ici se nomme Startup. Nous allons déjà chercher à démarrer. Bon, là, il faut que je me connecte. Mais j'étais connecté, ça m'étonne qu'on me demande de me connecter encore. Donc, je vais me rendre sur la room en question. Il y a une personne qui souhaite entrer. Donc, la room, comme je l'ai dit, se nomme Startup. Star. Là, c'est Startup. Donc, je clique. On va déjà chercher à rejoindre la room en question. Donc, je descends juste et je clique sur rejoindre. Ok, maintenant que nous avons rejoint la room, nous allons chercher à démarrer la machine en question. Donc, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une machine Linux. Il y a essentiellement trois questions ici, mais les questions qui vont véritablement nous intéresser sont les deux dernières questions. Les questions où on nous demande de récupérer le flag user et le flag root. Parce que l'objectif, lorsqu'on s'attaque à une machine comme celle-ci, c'est de devenir root dans le cas des systèmes Linux et de devenir administrateur dans le cas des systèmes Windows. Maintenant, pour ce qui est des réseaux Active Directory, l'objectif serait de devenir administrateur de domaine. Donc ici, vu que nous sommes sur une machine Linux, notre objectif serait de devenir root. Donc déjà, comme d'habitude, vous avez sûrement remarqué, lorsque je fais les CTF en ligne comme ça, je préfère diviser mon terminal en quatre parties qui me permet de pouvoir switcher entre les différentes interfaces assez facilement, mais toujours en gardant les jeux sur les quatre en gros. Donc, il reste 6 secondes pour que la machine démarre et nous attribue une adresse IP. Déjà, il faut que je précise qu'actuellement, je ne suis pas encore dans le réseau 3 avec me. Si je fais un if config, vous constaterez qu'avec moi, que j'ai uniquement trois interfaces. Avec mon interface Ethernet pour mon réseau local. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà télécharger le fichier OVPN de 3 pour me placer dans le même réseau que ce dernier.
Donc voilà, je me rends ici. Bon, je choisis le serveur que je veux, puis je télécharge. Bon, moi j'ai déjà téléchargé, c'est juste vous montrer comment ça se passe en fait. Donc pour ça, moi je vais me déplacer dans mon répertoire de téléchargement. Ok. Ok, le fichier a été supprimé, je pense. Donc je vais télécharger directement. Tenez. Et pour ceux qui ont des soucis de téléchargement, vous pouvez régénérer et télécharger. Donc maintenant mon fichier a été téléchargé, je vais chercher à l'exécuter. Ah, je suis même pas parti dans le dossier download. CD. Ok, bon, le fichier est toujours là. Je pensais que j'avais supprimé alors que je ne m'étais pas déplacé. Donc maintenant que nous avons démarré notre client VPN et que nous sommes dans le même réseau, je peux faire un if config encore pour juste pour rassurer un if config. Voilà, on a notre nouvelle interface tunnel qui nous donne une adresse IP qui est dans le réseau 3 Donc là, par exemple, pour m'assurer que je suis vraiment dans le réseau 3 que j'arrive à communiquer avec ma cible, je vais essayer d'émettre un ping pour voir comment je communique véritablement avec elle. Donc ping, donc tout est bon, je communique avec la cible, je peux commencer maintenant mes attaques, disons. Donc la première des choses à faire lorsqu'on est face à une cible, que ce soit Linux comme Windows, d'abord de base on ne sait pas, normalement on ne sait pas faire, du moins contre quelle cible est-ce qu'on aura à faire en fait. Donc généralement on fait un scan et ce scan là se fait avec l'outil que les gens utilisent généralement qui est Nmap. Personnellement, je préfère utiliser un autre outil du nom de ResScan qui est assez rapide. Pour ceux qui font le live hacking avec moi, vous le savez déjà, moi j'utilise toujours ResScan. Il est assez rapide par rapport à 3HackMe, par rapport à Nmap. Voilà. Donc, la commande c'est ResScan. J'explique tout à l'heure comment ça fonctionne, les différents flags, les différents paramètres que j'ai mis. Déjà, laissez-moi taper la commande, l'adresse IP, voilà. Donc, ResScan, c'est le nom de l'outil. U limite 5000 permet d'augmenter la vitesse. A nous permet de préciser l'adresse IP de la cible. Ici, c'est l'adresse IP l'adresse IP de la cible se trouve ici en fait. Donc, voici la cible, son adresse IP. Donc, c'est cette adresse IP que j'ai collée ici. Ensuite, déjà nous permet de placer par la suite des flags relatifs à Nmap. Donc, -PN nous permet de bypasser les pings au cas où nous sommes face à une machine Windows dont le parfait bloque les pings. Ensuite, -A pour obtenir toutes les informations sur la machine en question, que ce soit la version de l'OS en question, les services qui tournent, les différentes versions de ces services-là. Donc là, nous avons obtenu les résultats relativement rapidement. Nous avons essentiellement trois ports, le port 21, le port 22 et le port 80 qui ont leurs services par défaut qui sont le FTP, le SSH et le HTTP. Donc ce sont ces ports-là, ce sont ces services du moins que nous avons exploités pour pouvoir devenir route sur la plateforme, sur le serveur en question. Donc déjà, la première des choses qu'on peut remarquer, c'est que le service FTP est accessible en anonyme. C'est-à-dire nous avons la possibilité de nous connecter sur le serveur FTP en tant qu'anonyme, sans aucun mot de passe. Donc c'est ce que nous allons commencer par. Nous allons commencer par là, disons. Donc si je fais FTP, ensuite je mets l'adresse IP du serveur. On me demande d'entrer un nom d'utilisateur, donc je vais mettre tout simplement Anonymous. Anonymous. Je ne mets pas de mot de passe, j'appuie, je suis entré, je suis connecté. Donc, pour lister les répertoires, je fais ls. Je constate qu'il y a un répertoire du nom de FTP, une image et une note. Donc, je vais déjà télécharger ces informations-là sur ma machine physique et ensuite essayer de voir ce que je peux faire. Donc, la commande pour télécharger des fichiers sur, comment je vais dire, sur d'un serveur FTP vers notre machine, c'est la commande get. Get suivi du nom du fichier, en fait. Donc, je mets get, ensuite important, .jpg. Je télécharge le fichier, je fais le même pour le fichier notice que je télécharge. Vérifions déjà dans le fichier FTP, dans le dossier FTP s'il n'y a pas des informations à télécharger aussi. ls ls-la. Non, il n'y a pas d'information, donc on revient en arrière. Ok, donc ici nous avons, voici les fichiers, nous avons une image et un fichier texte.
ouvrons déjà le fichier test pour voir ce qu'il contient. S'il n'y a pas d'informations, donc c'est de l'anglais, hein. Donc pour ceux qui maîtrisent, vous saurez de quoi il parle. Donc je vais essayer de lire et puis dire ce qu'ils disent. Bon, ça ne nous intéresse pas. Bon. En gros, ce qu'il dit ici, c'est que il y a des personnes qui se sont amusées à télécharger des mèmes pour mettre dans le répertoire partagé, bon, en gros le FTP. Et les personnes qui arrivent sur leur site, qui tombent sur ces mèmes-là, ne les prendront pas au sérieux. Donc, bon, vérifions l'image. Je pense que l'image est aussi un mème en fait. C'est de l'image sûrement qu'il parle. Voilà, c'est un mème. Bon, pour ceux qui savent ce que c'est, ce sont des images pour juste faire rire. Donc, il n'y a pas vraiment de choses assez intéressantes ici. Donc, déjà, on va vérifier un truc. N'oublions pas qu'on avait 3 services qui tournaient. On avait 3 ports. Le port 80 aussi. Généralement, c'est par là qu'on commence. Mais bon, vu que le service FTP était accessible dans Anonymous, j'ai préféré commencer par ce dernier. Donc, allons visiter le port 80, ce qui s'y trouve. Donc, je prends l'adresse IP. Donc, c'est pour le service HTTP. Hein. Je n'ai pas besoin de préciser le port. Il va le reconnaître automatiquement. Ok, donc voici, on a reçu une page avec ce test-là. Déjà, la première des choses que j'aime faire, c'est de vérifier la source du fichier, en fait. Bon, c'est clairement un site, disons, en maintenance. Ensuite, le message qu'il donne, c'est quoi? Ok, bon, c'est le site. Il informe en fait qu'ils sont en maintenance. Donc, vérifions s'il y a le fichier robot.txt. Vérifions déjà s'il y a le fichier robot.txt dans, comment on appelle ça, dans la page. Le fichier robot.txt, pour ceux qui ne savent pas, ce sont comment je vais dire, ce sont des fichiers qui informent les robots de, comment je vais dire ça, les robots de Google et autres, des navigateurs, de ne pas, les moteurs de recherche, merci beaucoup, les robots des moteurs de recherche, de ne pas indexer certaines pages de notre site. Par exemple, si on a besoin de cacher des informations comme la page de connexion ou d'autres pages assez importantes de notre site, il est possible que nous puissions mettre ces informations-là dans les fichiers robot.txt. Par contre, ces informations, si vraiment le fichier existe et qu'il y a ces informations dans ce fichier-là, ils peuvent nous donner des indications sur comment fonctionne le site et quels sont les points stratégiques, les points sensibles de la plateforme pour nous, attaquants, et nous diriger vers ces derniers, en fait. Donc, déjà, on va vérifier s'il existe. Robot.txt. Ok, il n'existe pas. Donc là, nous sommes un peu limités. Donc, ce que je propose, c'est de faire un fusing. En gros, c'est de vérifier à partir d'une word list si il y a des répertoires qui sont cachés dont on n'a pas accès directement, soit depuis la page ou par une autre manière. S'il existe ces répertoires-là, à partir d'une word list contenant des noms de répertoires, il serait possible pour nous de pouvoir nous loguer sur ces derniers, en fait. Donc, l'outil que je préfère, que j'affectionne personnellement pour ce type d'attaque, c'est GoBuster. Donc, je mets GoBuster. Ensuite, je précise l'URL. Bon, je précise, j'explique tout à l'heure à quoi servent ces différentes informations, ces différentes flags. Donc, je récupère l'adresse IP, je me mets l'URL. Donc là, la première commande, comme pour un scan, la première commande, c'est le nom de l'outil. Donc, GoBuster, dire, pour préciser qu'on souhaite faire la recherche sur des répertoires et non que ce soit du DNS ou du Virtual Host, parce qu'il y a plusieurs modes. Donc, ici, c'est des recherches de répertoires. -U pour préciser l'URL à partir de laquelle nous souhaitons commencer la recherche. Ensuite, -W pour préciser notre word list. Bon, je préfère utiliser cette word list par défaut. Donc, je crois que c'est de base sur tous les systèmes Kali Linux. USS, char, word list, dbuster, ensuite directory list, 2, 3, medium, machin. Il contient en fait la plupart des répertoires visités. Par contre, si ça ne donne rien, il y a d'autres word lists comme big.txt qui est assez intéressante aussi. Donc, généralement, ce sont ces deux word lists là que j'utilise, mais je commence généralement par celle-là.
Ok. Donc, je lance l'attaque. Donc, déjà, deux supérieur à dev slash nul, il est juste là pour éviter les erreurs. Parce qu'avec la commande GoBuster, il y a beaucoup d'erreurs en fait. Lorsque tu lances la commande, si la connexion n'est pas stable, il va afficher des erreurs qui peuvent camoufler les bonnes réponses en fait. Donc, je préfère mettre ça. Et là, je n'affiche pas les erreurs. Donc là, il a trouvé déjà un répertoire du nom de files. Donc, on va essayer de vérifier ce qui s'y trouve. Donc, j'ai cliqué dessus. Ok, donc nous sommes dans... Ah, si vous avez bien remarqué, on retrouve encore comment je vais dire, les mêmes informations que dans notre serveur FTP. Je reviens. Bon, je me déconnecte et je me reconnecte. Anonymous. J'entre. Si je fais un ls, comme vous pouvez le constater, on a ici le dossier FTP, ce qui se retrouve encore ici. Pareil pour le fichier important.txt, notice.txt. Le important.jpg, notice.txt. Donc, on peut supposer que comment on appelle ça, le, euh, le serveur FTP est inclus dans le serveur HTTP. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir et essayer d'exploiter, bien entendu. Donc, déjà, ce qu'on va essayer de faire, c'est de récupérer un fichier du nom de... Bon, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir exploiter ce type de vulnérabilité, en fait. C'est un défaut de configuration que beaucoup, j'espère que vous ne le faites pas, mais que beaucoup de développeurs font. En tout cas, certains développeurs font. De confondre le fichier, le serveur FTP dans le répertoire racine des serveurs HTTP. Il permet entre autres de pouvoir manager le serveur HTTP à partir du serveur FTP, mais ce n'est pas la bonne méthode en fait. Il y a d'autres méthodes pour pouvoir manager un serveur HTTP. On utilise tout simplement SSH, tu te connais, tu vas faire tes configurations, mais pas par le serveur FTP. Parce que si lui il tombe, ton serveur HTTP aussi tombe directement. C'est ce que nous allons essayer d'exploiter tout à l'heure, vous allez voir. Donc là, tout dépendra, maintenant l'exploitation ici dépendra de plusieurs facteurs. Déjà, il faut qu'on ait les autorisations d'écriture dans le serveur FTP. Et deuxièmement, il faut qu'on sache quel est le langage de programmation qui a été utilisé pour coder le back-end du serveur HTTP. Parce que c'est à partir de là que nous pourrons exécuter des codes. Si c'est du PHP, il faudra que notre payload soit en PHP. Si c'est du JSP, il faudra que notre payload soit en JSP. Si c'est du Java, pareil. Si c'est du ASP, pareil. Bon, quel que soit le langage de programmation qui sera utilisé pour coder le site, il faudra que notre payload soit dans le même langage de programmation pour ne pas qu'il y ait des problèmes en fait d'exécution plus tard. Donc là, lors du scan, nous n'avons pas détecté le langage de programmation. Il ne nous a pas donné le langage de programmation. Il nous a juste donné le serveur Apache. Donc nous pouvons imaginer qu'il s'agisse de PHP. Si ce n'est pas PHP, on va essayer d'autres langages. Mais par défaut, on va commencer par PHP, on ne sait jamais. Parce que c'est lui qui est utilisé généralement. Donc l'outil, le fichier que j'utilise généralement pour faire mes reverse shell en PHP, c'est le fichier de Pentest Monkey. Donc je vais partager aussi également le lien dans le groupe. Je crois qu'on le voit ici. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez l'utiliser plus tard. Il est assez intéressant, il permet de faire des reverse shell en PHP en fait. Ok. Donc là, je vais chercher à le télécharger. Là, je copie le truc. Bon, je vais couper déjà ça. J'ai déjà ce que je voulais. Donc, pour télécharger le truc, je vais faire un wget, le fichier en question. Wget suivi du nom du fichier. Ok, j'ai un problème ici. Ok. Wget. Je retourne récupérer le lien de ce dernier. Je vais en haut d'abord. Vous pouvez télécharger manuellement ou faire un git clone et rentrer dans le dossier que vous aurez retrouvé pour pouvoir exécuter le fichier. Et moi, je préfère aller directement de cette façon. Voilà.
Ok, donc il a téléchargé. Si je fais un ls, voici notre fichier, notre reverse shell qui est là. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de juste envoyer ce reverse shell là sur le serveur FTP et de l'exécuter à partir du HTTP en prenant soin de préparer notre écouteur. En parlant d'écouteur, il faut d'abord configurer bien entendu le fichier PHP avant de l'envoyer sur le serveur. Donc pour la configuration de ce fichier, les deux informations qu'il va falloir modifier, c'est notre adresse IP et notre port d'écoute sur notre machine locale. Donc je fais un nano de PHP reverse. Je me place juste ici. On a déjà précisé qu'il faut changer ces deux informations-là. Donc l'adresse IP, c'est l'adresse IP de notre machine. Donc je précise que cette adresse IP-là doit être l'adresse IP qui arrive à communiquer avec le serveur distant. Voilà, il ne faut pas confondre les adresses IP. Ici, nous arrivons à communiquer avec le serveur distant à partir de notre interface tunnel 0. Donc je reviens avec mon if config. Désolé, CTRL-C. If config. Ok. Donc là, nous avons l'adresse IP tunnel 0. C'est cette adresse IP-là qui nous permet, ce tunnel-là, du moins, cette interface-là qui nous permet de communiquer avec le service, avec le réseau de 3 ACMI, en fait. Donc, c'est cette adresse IP qu'il faut forcément mettre ici. Si je mets, par exemple, l'adresse IP Ethernet 0, ça ne va pas fonctionner. Donc, je récupère l'adresse IP que je colle juste ici. Ensuite, j'ai la possibilité de soit laisser le port par défaut ou de le modifier. Bon, je vais modifier en 4444 et j'enregistre. CTRL X pour sortir. Maintenant que j'ai enregistré, je vais devoir préciser, comment dirais-je, mon écouteur en fait. L'écouteur qui va récupérer et recevoir le shell inversé. Donc, je prends Net4. J'aime bien travailler avec Net parce que c'est rapide. On aurait pu faire tout ce que je suis en train de faire avec Metasploit. Mais personnellement, quand on débute et quand on est dans un cadre d'apprentissage, je préfère aller avec les outils de base qu'avec les outils automatisés tels que Metasploit et autres. Parce que après, bon, on ne sait pas ce qui s'est fait derrière en fait. Donc maintenant qu'on a notre image, on a notre écouteur prêt, on va chercher à télécharger maintenant le fichier pentest monkey reverse shell de PHP dans notre répertoire FTP. Donc je suis déconnecté, je vais me reconnecter. Anonymous toujours, Anonymous. Pas de mot de passe. Et là je vais faire un PUT put pour copier. Donc ici, si vous avez remarqué, pour upload, pour du moins télécharger, pour download un fichier du serveur FTP vers notre machine distante, il faut la commande get. Donc pour récupérer et pour pousser, pour télécharger ou même pour uploader un fichier de notre serveur local de notre serveur distant vers notre serveur FTP. Là, il va falloir faire put. Ensuite, le nom du fichier. Bien entendu, il faut qu'on soit dans le même répertoire. Vu que le serveur FTP a été lancé dans le même répertoire THM Startup que le répertoire dans lequel se trouve le fichier PHP Reverse Shell, on peut juste taper put et ensuite PHP Reverse Shell sans aucun problème. Donc, désolé. PHP Reverse Shell. Ok. Donc, si vous remarquez bien, on nous dit qu'on n'a pas la possibilité de créer un fichier dans ce répertoire. Si on fait un ls-la, on constate en fait que le répertoire n'est accessible uniquement qu'en lecture et en exécution pour nous qui sommes le client FTP en anonyme. Donc, nous n'avons pas la possibilité d'écrire ici. Par contre, nous avons la possibilité d'écrire dans ce dossier, le dossier FTP. Si vous remarquez bien, nous avons la possibilité de lire, d'écrire et d'exécuter. Donc, c'est là-bas que nous allons nous déplacer pour copier notre fichier. Donc, pour cela, je fais un CD de FTP. Ensuite, je vais reproduire la même chose en fait. Donc, je vais refaire mon même put de PHP Reverse Shell. Et là, comme vous pouvez le marquer, le fichier a été uploadé sans aucun problème. Donc là, déjà, nous allons nous rendre sur le serveur. Donc là, je vais recharger la page. Maintenant que c'est rechargé, je me déplace dans le dossier FTP. Ok, je vais recharger. Je vais dans FTP. Et là, comme vous pouvez le remarquer, le fichier PHP reverse shell.php a été uploadé avec succès. Il n'y a pas de problème. Donc là, ce que nous allons chercher à faire maintenant, c'est de
l'exécuter. Déjà, on vérifie que notre écouteur est en mode écoute, donc en mode listening. Si c'est le cas, on va juste exécuter. Et si c'est derrière, c'est un serveur PHP qui est mis en place, alors normalement, le fichier, bon, ça dépendra encore après s'il y a un pavé derrière qui bloque certaines communications entrantes ou sortantes. Mais là, normalement, on devrait avoir un reverse shell. Par contre, si on n'obtient pas le reverse shell, comme peut-être le fichier interprète, le serveur du moins interprète le fichier PHP en tant que un fichier texte, alors il ne s'agirait pas d'un serveur, d'un langage de programmation PHP qui tourne derrière ce service en fait. Là, il va falloir trouver d'autres méthodes pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité. Donc, lorsqu'on exécute et qu'on se rend ici, on peut constater que en bas, juste en bas de notre listener, il y a une connexion entrante venant de cette adresse IP en fait, qui est en fait l'adresse IP de notre machine 3ACMI. Donc là, voici. Donc là, nous sommes sur le serveur en tant qu'utilisateur 3W Data. Donc voici le UID. Donc si je fais un WAMI, vous verrez WAMI. Donc là, déjà, nous sommes en tant que 3W Data. C'est la première étape qui est de franchir. Déjà, avant de continuer, je vais demander est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été déjà fait pour ne pas que, voilà. Donc si vous avez des questions déjà, vous pouvez les poser, on va essayer de répondre. Tu me suis? Allô, il y a quelqu'un qui souhaite parler? Oui, oui. Par exemple, sur le serveur FTP, comment est-ce que tu as su que le nom d'utilisateur c'était Anonymous? Je ne sais pas. Tu as vu ça quelque C'est part? lors du scan. Je montre rapidement le résultat de notre scan. Lorsqu'on a fait le scan, ici, nous ont précisé que le serveur était accessible en anonyme. C'est-à-dire la connexion en tant qu'anonyme est allouée, est permis en fait. Donc, on peut se connecter en tant qu'anonyme et voir les informations qui sont sur le serveur. C'est ce qui nous a donné, c'est ce qui nous a poussé à tenter la connexion en FTP en fait. Ok, d'accord. Mais excusez, je sais pas, est-ce que lorsqu'on fait le scan avec Nmap, on obtient ces informations également? J'ai l'impression. Je l'ai jamais obtenu. Moi, je l'ai Voilà, jamais j'ai obtenu. l'impression que lorsque je fais avec Nmap, je n'obtiens pas ça. C'est pourquoi avec le scan, ça va généralement, dépendre des j'obtiens flags plus que d'informations tu... qu'avec Nmap en fait. Tu disais quelque chose? Et avec Edman, ça dépend des flags que tu mets. Si tu mets le moins SC, il va te dire si c'est vulnérable ou Anonymous Login. Excusez, hein, je fais quelque chose rapidement. Voilà, j'avais en fait diminué le son, le volume de l'ordinateur, ce qui fait que je ne vous ai pas bien entendu. Donc, ce que je comprends, Bartolsi dit non, avec Nmap, ça dépend du flag en fait. Et il a raison parce que ici, le flag que nous avons mis, c'est le flag-A. Donc, le flag-A, en gros, il récupère toutes les informations essentielles pour nous en fait. Que ce soit la version, que ce soit des informations plus en profondeur sur les services en question. Voilà. Donc, ce qui nous permet de pouvoir obtenir aussi des informations assez précises sur les différents services. Ok, déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres questions déjà? Avant qu'on commence, déjà actuellement, nous avons, disons, passé la première étape parce que je reviens sur les questions. J'avais dit qu'il y avait 3 questions. La première question était de découvrir comment je vais dire, le secret de l'épice de la soupe, je sais pas, de récip. Le secret de la recette de la soupe spicy. Je crois que c'est épice, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est la première question. Et le int, c'est-à-dire le LED, c'est ce qui m'a poussé directement à aller vers ça, en fait. LED, c'était que le FTP et le HTTP avaient un lien, en fait. Donc, disons, c'est ce qui nous a donné la puce à l'oreille pour nous rendre vers sur ce point-là. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait de la stéganographie, désolé. C'est justement l'int qui nous a poussé à faire cela, en fait. Sinon, si ça ne marchait pas, on allait faire de la stéganographie, on allait tenter de faire de la stéganographie. Le truc intéressant avec les rooms 3.000, c'est qu'il y a toujours des indices. Bon, dans certaines rooms, dans certains types de rooms, et là, nous sommes dans une room de catégorie facile. Donc, ils ne vont pas. En tout cas, on doit faire de la stéganographie, ils nous donneront un indice. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il a bien raison de nous demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de la stéganographie, vu qu'on a vu une image. On aurait pu faire cela aussi. Donc, la première étape est déjà franchie. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer.
OK. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes sur la plateforme, nous sommes sur le serveur web, mais cette fois-ci en tant qu'utilisateur W3W-data. Bon, il y a quelque chose que je souhaiterais clarifier parce que ça m'est déjà arrivé. Là, nous sommes dans un contexte local en fait. Il peut arriver qu'un jour, vous soyez amené à faire des tests d'intrusion ou des tests d'intrusion, restons là, des tests d'intrusion sur des serveurs web distants. Dans le cas où vous êtes amené à faire des tests d'intrusion sur les serveurs web distants, tout ne se fera pas comme on l'a fait précédemment, parce que là, ce sont des adresses IP publiques qui communiquent entre elles. Là, quand on a fait le reverse shell, on a utilisé notre adresse IP privée. Par contre, lors de tests d'intrusion sur des serveurs distants, il va falloir utiliser une adresse IP publique. Et si nous utilisons par exemple un routeur où nous ne pouvons pas manager, un routeur qui n'est pas manageable, par exemple, quand je dis routeur, je parle par exemple pour certains comme moi, par exemple, qui utilisent généralement leur téléphone pour obtenir une connexion Internet, il sera compliqué d'ouvrir des ports de ce dernier sur Internet. Donc, il y a un outil assez intéressant que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment bon, qui m'a permis de faire, comme je le disais, un test d'intrusion sur un service web distant, et c'est ngrok. Donc, si vous êtes intéressé, je vous conseillerais de peut-être essayer de voir comment ça fonctionne après. Il est vraiment intéressant, vraiment, je vous le recommande pour tous vos tests d'intrusion. Maintenant, après, s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres outils ou d'autres méthodes pour pouvoir le faire, nous sommes ouverts, nous sommes là pour apprendre. Donc, si vous avez d'autres outils, vous pouvez lever la main et puis donner l'outil, en fait. Mais personnellement, c'est ngrok que je connais pour l'instant. Et après, si vous avez aussi votre routeur personnel que vous pouvez manager, ouvrir le port avec l'adresse IP, là, il n'y a pas de souci aussi. Donc, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire. Donc, on revient sur notre shell. Donc, nous avons maintenant actuellement un shell obtenu avec un reverse shell, du moins, en tant qu'utilisateur 3W Data. Donc, l'objectif déjà, c'est de chercher à escalader les privilèges. Donc là, nous sommes utilisateurs sur le système, mais avec des privilèges très bas. Nous ne pouvons pas faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne pourront pas faire. Déjà, le shell qui est présent là n'est pas un shell qui est stable. C'est un shell qui, bon, je vais dire un pseudo-shell en fait. Par exemple, si tu fais la commande CTRL-C, lorsque par exemple tu as tapé une mauvaise commande ou tu as lancé une commande que tu souhaites interrompre, si tu fais CTRL-C, normalement tu dois revenir au shell. Mais là, si je fais CTRL-C, mon shell est détruit et j'ai plus accès à ce shell. Je vais devoir reproduire les mêmes étapes que j'ai eu à faire pour pouvoir revenir au shell. Vu qu'ici, c'est pas compliqué, je vais juste relancer. C'est juste vous montrer qu'il est possible en fait de tomber sur ce type de problème-là. Donc, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est de stabiliser notre shell. Donc là, je vais... où est le fichier? Donc, bon, je recharge. Et je suis encore sur mon shell. C'est ce qui est intéressant avec ce type de reverse shell, les web shell et autres. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est déjà de stabiliser le shell parce que le step là, il n'est vraiment pas stable. Si je fais un ls, que je veux revenir en arrière pour retaper le ls, vous verrez que je n'arrive pas à remonter en arrière en fait. Donc, c'est ce qu'on va chercher à résoudre d'abord avant de continuer. C'est pas obligé, mais ça permet d'aller plus rapidement et plus simplement. Donc, déjà, on va remettre notre commande. Par exemple, sur un SH, on va chercher sur en bash. Donc, la commande que j'aime utiliser, c'est l'outil avec la commande avec Python. Donc, je mets juste Python -c pty. Plutôt import. Il faut importer le module pty. Import pty. Pty.spawn. J'ouvre la parenthèse. Je précise que c'est bash que je souhaite exécuter. Je ferme la côte. Je ferme la parenthèse. Je ferme la double côte. Je tape Entrée. Et j'obtiens un shell un peu plus joli que le précédent. Là, nous ne sommes plus en SH, mais nous venons maintenant en bash avec le username de l'utilisateur et le path juste devant. Mais là, ce n'est pas encore terminé parce que c'est toujours la même chose. Si je fais CTRL-C, je sors complètement du shell. Si je fais j'essaie de remonter en arrière et je n'arrive pas. Donc là, je vais faire un CTRL-Z pour mettre mon shell. Là, je ne suis pas sorti, hein, j'ai juste mis mon shell en background. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est une suite de commandes que j'ai appris il n'y a pas longtemps qui permet de stabiliser le shell en fait. Donc STTY, qui est un outil qui manipule
qui permet de manipuler en fait le terminal. Déjà, bon, STTY-A permet de donner, disons, la dimension, puisqu'il va faire, c'est un peu comme s'il va faire une copie de notre shell actuel sur le shell que nous avons obtenu avec Netcat. Donc, NC, c'est Netcat au passage. Donc, STTY nous donne la dimension de notre shell actuel. Donc là, il nous dit que non, en ligne, nous avons 25 lignes pour ce shell-là. 25 lignes et 100 colonnes en termes de dimension. Pas de souci. Donc ensuite, on va faire un STTY. Donc, c'est pas obligé de maîtriser la commande. Avant, je ne maîtrisais pas l'ensemble des commandes. Tu tapes sur Internet, stabiliser shell avec STTY. Tu vas tomber sur les commandes pour pouvoir le faire. Bon, c'est parce que j'ai eu à faire plusieurs fois que j'arrive à me souvenir en fait des différentes commandes. Donc là, je mets STTY, ensuite je précise le nombre de lignes, donc rose, espace, j'arrive, espace 25 et colonnes, espace 100. Ok, maintenant là, je vais exporter les propriétés de mon ancien terminal. Export terme égale X terme. Et voilà, c'est terminé. Là, je peux faire maintenant inclure sans aucun problème. Je peux revenir en arrière. Je peux faire un CTRL-C et j'ai pratiquement un shell obtenu comme si j'avais obtenu le shell avec SSH. Et ça me permet d'aller plus rapidement lors de tests d'intrusion et de ne pas tomber sur des problèmes. Et là encore, si je viens par exemple sur mon truc et que je bloque le fichier qui était en cours d'exécution qui me permettait de pouvoir naviguer, qui me permettait de pouvoir naviguer sur, disons, le serveur web, je n'ai aucun problème, mon truc peut fonctionner sans aucun souci. Il ne dépend plus maintenant du fichier pentest monkey de PHP reverse shell. Là, c'est comme si j'ai un shell normal. Mais n'oublions pas toujours notre mission. La première question, c'est de obtenir le secret de la recette, en fait. Donc là, la première des choses à faire, c'est je vais faire un ls-la pour savoir où je suis. Donc là, je suis dans le répertoire racine. Et si vous remarquez bien, vous allez remarquer que tous les dossiers sont des dossiers de l'utilisateur root, donc qui est propriétaire. Et nous avons ici deux répertoires, deux informations, un fichier et un répertoire qui sont accessibles uniquement que par wdata. Donc quand je dis uniquement, qui sont des dossiers et fichiers dont le propriétaire est l'utilisateur wdata, ce qui est assez rare. Donc, qui peut nous donner une puce, qui peut nous inciter en fait à aller regarder ce qu'il en est en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est de ouvrir le fichier recip.txt. Donc, je copie 4. Et là, on peut lire l'information qu'il nous donne. Ok. Donc là, il nous dit qu'il y a des personnes qui lui ont demandé quel était en fait le secret de sa recette. Et il leur a dit que c'était l'amour en fait. Donc on va tester love pour voir si c'est vraiment le flag en fait. Ok, donc ça c'est le test qu'ils nous ont dit. Ah ok, donc ça après c'était love, le mot de départ disons, c'était love. C'est quoi? Bon, Taylor S, quand tu dis c'est quoi le nom encore, je comprends pas de quoi tu veux. À quoi tu fais allusion? Le nom de quoi? Bon, ok, on va continuer. Donc la deuxième question, c'est de contest of. Ah ok, de trouver le flag usual. Someone does not belong. N'oublions pas un truc, c'est qu'il y avait un deuxième dossier qui était ici. Il y avait un deuxième dossier qui était accessible uniquement, dont le propriétaire était wdata, ce qui doit normalement nous interpeller.
Donc, nous allons entrer dans ce dossier. C'est dessus fin ls-la. Ok, nous avons un fichier ici, suspicious.pkpng. Ok. Donc là, il s'agit en fait d'un fichier d'analyse réseau, d'un fichier qui permet de capturer. Lorsque tu fais par exemple une analyse réseau avec Wireshark, généralement c'est dans ce type de format-là que les PK ou PKNG, c'est dans ce type de format-là que le résultat est enregistré en fait. Donc on va chercher d'abord à télécharger et analyser le fichier pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc la commande pour pouvoir télécharger le fichier, déjà on va chercher à créer une sorte de serveur web sur la machine cible et ensuite la télécharger depuis notre ordinateur. Donc il y a une commande avec Python qui est très intéressante qui permet de le faire. Il y a plusieurs méthodes, mais moi je préfère aller avec Python puisqu'il est présent sur la machine. On l'a vu lorsqu'on voulait stabiliser le shell. -m http non c'est html ou c'est http ouais http.server. Ok, donc par défaut il tourne sur le port 8000. Bon, déjà il faut qu'on obtienne l'adresse IP de la machine, donc if config. Ok, donc voici l'adresse IP de la machine. Je remets mon serveur en mode écoute. Je récupère l'adresse IP. Si je viens ici que je fais un wget de http je précise le numéro de port. C'est le port 8000 / et ensuite je mets le nom du fichier que je souhaite télécharger. Et là, on a vu que le fichier c'était celui-là. Donc je copie le nom du fichier ici. J'appuie téléchargement et on constate qu'il y a une requête de téléchargement qui provient de mon adresse IP en fait. Et le téléchargement a été fait sans aucun souci. Donc je me rends dans le répertoire, le voici ici. J'ouvre avec Wireshark. Bon, normalement, si je clique 2 fois, il ouvre directement avec Wireshark, puisque Wireshark est installé sur ma machine. Donc là, ce que je vais faire, généralement, quand je tombe sur ce type de défi et ce type de challenge, je préfère toujours vérifier le flux FTP, le flux TCP, qui permet d'obtenir certaines informations, que ce soit des informations relatives à FTP ou encore à HTTP. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des échanges qui ont été faits qui peuvent nous aider dans notre recherche. Donc pour regarder le flux, c'est ça. Tu vas dans Follow, ensuite TCP Stream. Et pour se déplacer de stream, de flux à flux, bon, je viens ici, tu cliques juste sur la flèche en haut et ensuite tu vas te déplacer. Tu peux le faire manuellement, mais c'est tellement long que tu ne pourras pas tout voir en fait. Ok, donc voici le premier flux intéressant que nous pouvons essayer d'analyser. Ça, il s'agit d'une requête HTTP. Une requête qui n'a pas été, donc, qui n'a pas abouti. FTP shell. Ah, ok. D'accord. Donc là, en fait, il est parti, je pense, sur le même principe que nous, en fait, pour pouvoir obtenir un shell sur la machine distante. Mais là, nous, notre fichier, nous, on n'a pas appelé shell.php, en fait. On l'a appelé php.reverse-shell. Je ne me rappelle plus trop .php. Donc, on continue toujours de vérifier les flux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de flux, en fait. Ok. Ok, donc ça, c'est un peu en fait le même parcours que nous avons eu à faire sur la machine, en gros, qu'il a capturé, en fait. C'est comme s'il existait sur la machine comment dirais-je, un écouteur, en fait, un renifleur de paquets Wireshark sur la machine, en fait, qui analysait ce qui se passait et ensuite l'enregistrait dans le fichier que voici. Donc là, on peut analyser ce qui se trouve déjà. Bon, il a fait un ls, ensuite un ls-la.
Donc, c'est un peu ce que nous avons fait. Un ou ami pour savoir il a stabilisé le chaîne un peu comme nous. S'est déplacé, je ne sais pas dans quel dossier il est parti. Bon, il est resté toujours dans le même endroit. Ensuite, il a fait un LS une fois de plus. Il est allé dans Home. Apparemment, il y a un dossier du nom de Lenny dans Home. On n'a même pas vérifié. Donc déjà, on peut couper le shell. On a téléchargé ce qu'on voulait. On peut couper du moins le serveur FTP. Donc, je vais dans Home. Un LS me permet de trouver, voilà, j'ai Lenny, je fais ls-la. Ok, j'ai Lenny qui est présent. Si j'essaie de me déplacer dans le dossier de Lenny pour voir ce qu'il y a. Ok, ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas la permission pour pouvoir me déplacer dans ce dossier, en fait. Si vous remarquez bien, dans le dossier Lenny, le propriétaire est Lenny, le groupe est Lenny, nous, on n'a rien à voir avec lui. Si je fais un ID, je suis bien dans le propriétaire, c'est moi, voici mon ID de groupe. Voilà, j'ai rien à voir avec Lenny, en fait. Je ne peux pas me connecter dans son dossier. Et même le groupe, même si je ne fais pas du groupe, je n'allais pas pouvoir, puisque c'est juste le propriétaire qui peut se déplacer, écrire et exécuter dans ce dossier. Donc, on continue notre analyse. Ok, donc il n'a pas pu. Il a fait sudo-l et il a mis un mot de passe plus de 2 fois. Ensuite, il a vérifié le. Ok, donc là, ce qui va nous intéresser, c'est déjà le mot de passe. On va refaire la même chose pour voir. Si je fais sudo-l. Sudo-l, je précise déjà, c'est pour savoir quelles sont les permissions qui nous sont accordées à nous en tant qu'utilisateurs standard. C'est-à-dire les permissions que nous pouvons exécuter en utilisant sudo, en fait. Les fichiers du moins que nous pourrons exécuter avec la permission sudo. Donc là, on nous demande le mot de passe. Si je colle le mot de passe que j'ai récupéré tout à l'heure, ça ne passe pas. On va essayer avec l'utilisateur Lenny que nous venons de voir tout à l'heure. Si je fais un ls, on a bien Lenny. Hein. Donc je vais faire, pour se connecter d'un utilisateur à un autre, sans forcément passer par SSH ou par une autre méthode, mais depuis la machine de l'utilisateur, depuis, disons, la machine physique, c'est de faire un SU, ensuite le nom de l'utilisateur. Donc je fais SU, ensuite je mets Lenny, c'est Lenny le nom. Puis je colle le mot de passe. Ok, donc c'était ça en fait, c'était le mot de passe que le précédent visiteur de cette plateforme a utilisé était le mot de passe de l'utilisateur Lenny. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons récupéré. Donc là, nous sommes en tant qu'utilisateur Lenny. Si je fais un ls de... Voilà, on a notre fameux user.txt. Donc, je peux copier et remplir. Donc, je fais 4 de user.txt. Ok, on a l'autorisation d'écriture, de lecture. Donc, je vais copier ça. Je vais dans mon... Je viens ici. Je colle. Ah. Ah, ok, ça prenait juste du temps, en fait. Donc là, la suite, c'est de déterminer le contenu de l'utilisateur root. Bon, ils nous ont donné l'indice et ils nous ont parlé de script. Bon, on verra. Ah, si vous remarquez bien, dans le même dossier dans lequel nous sommes, il y a un dossier du nom de script. Vérifions, voir ce qu'il en est. Script. Si je fais un ls-la, là, on a 2 fichiers. Il y a quelqu'un qui souhaite entrer. Donc là, on a 2 fichiers. On a un fichier du nom de planner.sh et un fichier du nom de startuplist.tic. Donc là, déjà, on va vérifier startuplist, ce qu'il contient. Je fais 4 de ce dernier. Il est vide. Et planner.sh. Et n'oublions pas que le fichier planner.sh est accessible. Désolé. À propriété de l'utilisateur root, en fait. Donc, ça peut être un indice pour nous, un indice qui nous dit que c'est par là qu'il faut peut-être passer pour devenir root. Donc, déjà, vérifions le contenu de ce dernier. Si je fais 4 de ce dernier, j'ai pu CC. Bon, je fais 4 de ça. Ok, donc ça, c'est le shebang.
Ensuite, il copie le contenu d'une variable nommée list dans le fichier startup.list.txt, mais c'est ce qu'on vient de vérifier, il n'y avait rien. Et ensuite, on a le dossier etc. Bon, il y a ce truc-là qui est exécuté. Print sh. Ok, on va vérifier c'est quoi. Donc déjà, la première des choses... Désolé. La première des choses qu'on va faire, c'est de voir quel est le contenu de la variable list. Echo, ensuite $list. Ce sont des variables d'environnement. Bon, c'est une variable qu'il a créée plutôt. Ok, la variable est vide en fait. Et là, bon, c'est normal puisque lorsqu'on a vérifié le fichier qui est là, on a constaté en fait que le fichier il était vide. Si je fais 4, je remonte rapidement 4 de, désolé, 4 de ce dernier, on considère bien entendu qu'il est vide. On constate qu'il n'y a rien dans ce dernier en fait. Donc là, si en fait, le truc intéressant ici, c'est que le fichier, il est accessible par l'utilisateur root. Déjà, vérifions si le fichier n'est pas exécuté par root. Mais le problème ici, c'est que nous ne pouvons pas modifier ce dernier. Si au moins on avait la possibilité de modifier le fichier plan, parce que là, il y a deux conditions en fait. Si on a la possibilité de modifier le fichier planner.sh et que l'utilisateur propriétaire de ce fichier est root et qu'il y a une tâche comptable peut-être qui exécute ce fichier-là de façon périodique, on aurait pu obtenir une reverse shell cette fois-ci en tant que root. Mais déjà, on ne peut pas modifier le fichier. Mais par contre, attendez un instant. Par contre, voilà. Par contre, ici, on a la possibilité, il exécute un autre fichier. Vérifions les autorisations sur ce dernier. ls-la, quand je... Ok, là, sur ce dernier, voilà. Sur ce dernier, nous sommes utilisateurs. Le propriétaire de ce fichier est bien et bien nous, en fait. C'est Lenny. Et nous avons la possibilité d'écrire, de lire et d'exécuter. Donc, la dernière condition qu'il nous faut, c'est juste de vérifier quelle est la tâche cron qui... S'il existe une tâche cron qui exécute le fichier, ce fichier ou ce fichier planner.sh. Soit planner.sh, soit print.sh. Donc là, on va, comme vous le savez, généralement, les fichiers cron, les commandes cron sont généralement exécutées, sont écrites du moins dans le dossier comptable, dans le fichier comptable, disons. Donc, je vais me rendre dans ce dernier. E4 etc /comptable. Ok. Ah. Donc là, ce sont pas, il n'y a pas de commande en fait qui nous intéresse ici. Ces commandes-là sont des commandes génériques en fait. Je pense que c'est un lien avec Docker ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça ne nous intéresse pas, ces commandes-là. Ok. Mais là, c'est bizarre. Parce que normalement, bon, vérifions une fois de plus. Peut-être qu'on a loupé quelque chose. Non, ce sont les deux fichiers seulement. C'est accessible en lecture. Nous avons accès à ce fichier en lecture uniquement. Mais remarquez quelque chose. On a le fichier startup.list qui a été mis à jour dernièrement à 15h53, c'est-à-dire à la minute à laquelle nous sommes. Donc, attendons 15h54 et je vais faire un ls-la pour vérifier ce qu'il en est encore. Voilà, 15h54, on constate encore également que le fichier a été mis à jour. Voilà, il est 15h54 ici, alors qu'ici, il est 53. Ah non, il est 15h54 sur ma machine. En gros, c'est comme si à chaque minute, le fichier qui est là est mis à jour. Parce que l'heure qui est ici, en fait, c'est l'heure de modification, de la dernière modification du fichier, en fait. Donc, si le fichier ici se met à jour automatiquement, c'est qu'il y a quelque chose qui le met à jour. Maintenant, en tout cas, ce n'est pas nous qui l'avons mis à jour, puisque nous n'avons pas l'autorisation d'écriture sur ce dernier. Le seul qui a l'autorisation d'écriture, c'est l'utilisateur root. Donc, c'est obligatoirement lui qui a soit mis à jour le fichier là automatiquement ou qui a utilisé d'autres méthodes pour que le fichier se mette à jour, en fait. Et il me fait vraiment penser à ce fichier-là. Parce que si on remarque bien le fichier planner.sh, donc je fais 4, le fichier planner.sh fait une mise à jour de ce dernier. Il écrase le contenu de ce dernier avec la variable list.
Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'écrire. Sinon, j'allais vous montrer si j'écrivais quelque chose. Lorsqu'on va passer 1 minute plus tard, normalement, ce fichier-là, le contenu de ce dernier devrait être écrasé. Mais ce n'est pas grave. De toute la façon, même si, et ça c'est un outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, même si on n'a pas la possibilité de voir quelle est la tâche comptable qui exécute ce fichier-là de façon automatique, soit chaque minute, chaque heure, je sais pas, pas un intervalle de temps régulier, il y a un outil très intéressant du nom de PSP64 pour les systèmes en 64 bits et PSP32 pour les systèmes en 32 bits, qui permet de pouvoir monitorer, disons, la machine et capturer toutes les requêtes comptables toutes les requêtes cron qui sont exécutées sur la machine en question. C'est-à-dire si vraiment il y a un processus qui exécute en arrière-plan notre fichier ici présent, on va le détecter. Donc, je l'ai déjà sur ma machine. Non, bon, je vais vous montrer comment le télécharger. Puis je vais vous donner maintenant le lien du fichier. Ça me permettra de vous donner le lien de ce dernier en commentaire. Le voici ici. Je copie le lien et je le mets dans le chat. Donc, moi, je vais juste ouvrir le lien. Il va se télécharger. Ou bien, je vais juste prendre, puisque je vais le récupérer dans ce dossier, un get de ce dernier. Il va automatiquement chercher à le télécharger. Donc, si vous lisez un peu la documentation de PSP, vous verrez ce qu'il fait. Donc, c'est un peu ça. En haut, il récupère le contenu de ce dernier et, comment dirais-je, désolé, il monitore en gros la machine dans le but de récupérer toutes les requêtes cron qui sont exécutées entre les processus, en fait. Tous les processus qui sont en cours d'exécution à un instant précis. Donc là, je vais le télécharger directement sur ma machine en gros. Donc si je fais par exemple... donc là, je fais la même méthode que j'ai fait pour pouvoir uploader sur ma machine distante le fichier PKPNG là. Je vais déjà préparer mon Python. Moi, je vais le mettre sur le port par défaut. J'ai rien qui tourne dessus actuellement. Donc sur le port 8000. Et là, je vais d'abord vérifier mon adresse IP. If config. Oh, pourquoi je mets toujours ça? If config. Ok, voici mon adresse IP ici. Moi, étant ici, d'abord, je vérifie est-ce que j'ai les autorisations d'exécution dans ce coin-là. ls-la. Voilà. Je n'ai pas les autorisations d'écriture ici, en fait. Donc, si je téléchargeais le fichier, ça n'allait pas fonctionner parce que je n'ai pas les autorisations d'écriture. Si vous voulez, on peut faire le test. Hein. Si je fais, par exemple, get de ce dernier qui est donc http mon adresse IP 2.8000. Ensuite, je mets le nom du fichier qui est là, PSP64. Voilà, j'ai un souci. Il ne peut pas écrire dans ce dossier. Sinon, le téléchargement a bien eu lieu, mais il n'a pas pu l'écrire. Et je crois que c'est ça qui a engendré l'erreur qui est ici. Donc, je vais me mettre dans le dossier TMP, le dossier temporaire qui a... Bon, généralement, il n'y a pas de problème avec ce dossier-là, en gros. Ok. Donc, je vais reproduire la même commande que précédemment. Voilà, là, il me dit qu'il y a... Il me donne le retour 200 et ici, mon fichier a été sauvegardé sans aucun problème. Donc là, je vais exécuter directement le fichier. Vérifions d'abord les permissions de ce fichier-là. Et on ne peut pas exécuter pour l'instant. Donc, je vais mettre un chmod plus X de ce dernier PSP. Voilà, maintenant, si je fais un ls-la, voilà, on a la possibilité de l'exécuter. Donc, les compétents peuvent exécuter sans aucun souci. Donc là, maintenant, je vais l'exécuter directement. PSP64. Donc là, il va se mettre en mode écoute. Et nous allons tenter de capturer si vraiment il y a une requête comptable qui exécute notre fichier là. On va capturer ce dernier. Donc là, nous sommes en mode écoute. Et les premières requêtes qui ont été capturées ici sont des requêtes ce sont des processus qui sont en cours d'exécution de façon permanente en fait. Voilà. Donc là, nous sommes passés à 16h00, à 16h00 et à 16h00, 1 minute, 1 seconde. À 16h00, 1 seconde,
on a obtenu une requête qui a été une exécution du moins de ce fichier, de notre fichier planner.sh. Et cette exécution a été faite par l'utilisateur ayant l'UID 0. Or, on sait tous que l'utilisateur ayant l'UID 0 est l'utilisateur suprême de la machine. Ici, c'est root en fait, c'est l'utilisateur root. Donc, l'utilisateur root a exécuté, voilà, il a exécuté notre fichier planner.sh. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, lorsque nous regardons chaque fois le fichier liste, machin, de trucs là, on constate que il y a toujours, comment dirais-je, on a, désolé, hein, un instant. C'est bon. Désolé, je reviens un moment. Excusez-moi véritablement. Ok, donc merci beaucoup. Désolé pour le désagrément. Donc voilà, donc c'est ce que j'expliquais. On a, voilà. Donc à chaque minute, le truc est exécuté en fait. Donc bon, maintenant qu'on a fini de prouver que à chaque minute, le fichier planner.sh est exécuté, on peut maintenant chercher à, comment je vais dire, à créer notre stratégie de reverse shell dans le but de pouvoir devenir root. Donc, revenons au script cd script. Donc là, nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'à chaque minute, le fichier planner.sh est exécuté par l'utilisateur root, ce qui est déjà bon. Mais, comme je l'ai précisé tantôt, on n'a pas les autorisations d'écriture dans ce fichier. Donc, nous ne pourrons pas exploiter directement ce fichier. Par contre, lorsque nous faisons une lecture de ce dernier, on constate qu'à la fin de l'exécution de la copie, un autre fichier est exécuté du nom de print.sh, etc print.sh. Par contre, ce dernier, lorsque nous faisons un ls-la sur ce dernier, nous sommes propriétaires de ce fichier et nous avons les autorisations d'écriture, de lecture et d'exécution sur ce dernier. Ce qui est intéressant parce que là, nous pouvons modifier le contenu de ce dernier et lorsque l'utilisateur, le processus qui s'exécute en tant que l'utilisateur root, qui consiste à exécuter le fichier planner.sh sera exécuté, il viendra à la fin exécuter notre fichier. Et lorsqu'il va exécuter notre fichier, il l'exécutera avec les autorisations de l'utilisateur root. Vu que nous aurons mis dans ce dernier un code de reverse shell, comment je vais dire ça? Le processus exécutera notre code de reverse shell en tant que root, mais il va pointer cette fois-ci vers notre machine en fait. Et ça nous permettra de devenir root sur la machine en question. Donc, comme on le dit, une image vaut, je sais pas, 1000 mots ou quoi. Donc, on va déjà chercher à faire notre reverse shell. Donc, déjà, je vais faire un anneau de ce dernier dans le but de chercher à le modifier. Donc, c'est le contenu de ce dernier. Il ne fait que juste écrire done. Donc, on va mettre ici notre code de reverse shell. Je vais vous donner également un autre lien que j'aime bien utiliser pour tout ce qui est reverse shell. C'est ce dernier, RevShell, qui est l'un de mes outils aussi. Très, très intéressant. Donc, je mets dans le chat. Toutes les façons, vous pourrez toujours me le demander dans le groupe Telegram et je vais vous l'envoyer. Donc, le mode que j'aime bien utiliser, c'est le mode Netcat MKFIFO. Lui, j'ai jamais eu de problème avec lui. Ce sont des commandes qui permettent de faire juste du reverse shell. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste des reverse shell simples avec des lignes de commande. Il y a la possibilité de chercher des reverse shell en PHP. J'aurais pu venir ici, mais vu que le Pentest Monkey, je l'utilisais déjà. Donc, il y a des reverse shell assez intéressants ici. Pentest Monkey, précédemment, le voici ici. Voilà. Donc, j'aurais pu prendre ça ici aussi.
Donc, il y a vraiment beaucoup de trucs. Vous pourrez plus tard venir ici pour tout simplement faire des recherches, chercher à voir s'il n'y a pas de trucs intéressants en fonction de votre situation. Donc là, généralement, ce qu'il faut mettre, c'est d'abord de mettre l'adresse IP. Donc l'adresse IP de retour, vu que c'est du reverse shell que nous souhaitons faire. Mon adresse IP, j'avais déjà vu, c'est celui-là. Donc là, je mets l'adresse IP et ensuite, là, je vais mettre le port. Le port d'écoute ici, c'est... Bon, je mets le port que je souhaite. Hein. Je vais mettre par exemple... Là, j'avais mis déjà 4444. Je vais mettre 55555. Et là, le mode de reverse shell, c'est net4 FIFO. Je récupère net4 FIFO. Et là, il nous donne la commande que nous devons envoyer à la cible et la commande pour notre écouteur. Il y a plusieurs modes aussi également pour écouteurs. Il y a les écouteurs avec NC, Net4, SO4, Power4 ou encore MSF console. Et il y a la possibilité de faire aussi des reverse shell avec MSF Venom et tout. Donc c'est vraiment intéressant. La personne qui a fait a vraiment bien pensé sa chose. Ok, donc je retourne à mon terminal. Donc là, je vais... Ah ouais. Attendez un instant. Je crois que mon shell a été coupé. Est-ce que le temps n'est pas déjà passé? Désolé, hein. Je vérifie juste quelque chose. Ouais. Le temps de la machine a été expiré, donc je vais juste redémarrer la machine. De toutes les façons, on a le mot de passe de l'utilisateur Léonard. Et comment il s'appelle, monsieur Denis là? On l'avait dans le fichier. Voilà. L'utilisateur Lenny. Voilà. Donc, on va directement se connecter en SSH. On espère bien entendu que, bien sûr, que c'est un utilisateur qui a un compte qui peut se connecter en SSH. Parce qu'après, bon, ça sera plus intéressant s'il n'est pas connecté en SSH. On va devoir reprendre les mêmes étapes que précédemment. Mais je pense qu'il doit être connecté. Il doit avoir accès à SSH sur la machine. Donc, je vais déjà préparer le truc, l'ENI, et je vais mettre l'adresse IP que je vais obtenir ici. Donc, j'attends, il reste juste 10 minutes, 10 secondes. Donc, je récupère l'adresse IP. Je la mets ici. Ok, le service est prêt. Je vais récupérer le mot de passe ici. Copie. Ensuite, je me mets ici. Est-ce qu'il est possible pour ces données de se connecter en SSH? On espère que oui, sinon on sera obligé de tout reprendre. Ok, donc l'utilisateur, il est possible pour nous de nous connecter en SSH. Donc là, je vérifie. Voilà, j'avais 1 heure seulement. J'avais oublié en fait d'étendre à 2 heures. Bon, de toute façon, on a presque terminé, ne vous inquiétez pas. Bon, je crois qu'il y a un message. J'aimerais contribuer aussi. J'utilise une extension qui facilite aussi tout ce qui est reverse shell. Ok, vas-y, tu peux partager. Tu peux allumer ton micro et puis nous en parler. C'est Jigiba, non? Jigiba Magas. Oui, bonsoir. Ok, vas-y. En fait, j'ai besoin d'une explication sur mon navigateur. Je peux utiliser les blockchains avec une pratique. Si vous parlez de ça s'appelle Actu. Bon, si tu as le lien, tu peux mettre dans le chat. Après, on va aller vérifier. D'accord, pas de souci. Déjà, merci pour ta contribution. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des contributions, si vous avez des outils que vous utilisez généralement, que vous souhaitez partager, dans un cadre légal, bien entendu, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc là, je me remets en bash. Ok, je peux faire mon CTRL-C. LS. Donc là, qu'est-ce que je voulais faire là? C'était dans ETC. Donc
Donc, nano de slash etc. Et c'était, je sais plus quoi là. etc print sh. Voilà. Maintenant, là, je vais coller maintenant mon code de reverse shell. Ok. Donc, je peux le mettre en bas, je peux effacer. Bon, ça dépend de moi. Je colle mon code de reverse shell. Et là, chaque minute, le processus qui s'exécute en tant que route exécutera notre fichier avec notre code de reverse shell en tant que route. Mais là, c'est pas encore terminé parce que nous n'avons pas encore mis d'écouteurs en fait sur ce port que nous souhaitons obtenir. Donc là, je vais mettre un écouteur et notre écouteur, c'est comme d'habitude Net 4. Hein. Net 4, mais cette fois-ci sur le port 555 parce que je crois que c'est lui qu'on a utilisé. 555. Et une minute, donc à normalement 12, à 16h12, normalement, on devrait obtenir un shell en tant qu'utilisateur route avec le fameux hashtag de la mort qui tue. Donc on attend. Donc, comme je l'ai dit, on a presque terminé. Il suffit juste d'obtenir l'échelle route et puis bon, c'est bon. Donc je vérifie que j'ai tout bien fait. Hein. Donc on attend d'abord une minute et puis après on verra. On attend. Ok, donc ça a été exécuté maintenant. Nous sommes 16h12 et le processus a exécuté notre fichier avec les permissions route. Donc là, vous avez le dièse. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais si je fais un ou ami, on nous précise bien qu'on est route en fait. Et on a le même problème avec l'ancien, mais là, on a presque terminé. Sinon, on peut reproduire la même chose avec le STTY pour pouvoir stabiliser notre shell. Mais là, on a pratiquement terminé. Donc, comment je dis je vais dans le dossier route. Je suis dans quel dossier déjà? Ok, je suis déjà dans route. Donc, je suis un ls. Voici le fichier route.txt que nous devions récupérer. Je fais 4. Voici le flag track.me. Je copie ce dernier. Copie et je me rends ici. Voilà, quand je colle, voilà, c'est bon. Maintenant, après, bon, là, c'est plus d'explications. Donc, si vous êtes intéressé par la ROM, bon, il y a d'autres informations que vous pourrez chercher, trouver ici. Donc, là, nous avons terminé notre mission. Notre mission étant de devenir route sur la plateforme, c'est que nous sommes. Donc, on peut dire que nous avons terminé déjà la machine. La mission était terminée avec succès. Maintenant, donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, je vais essayer de résumer tout ce que nous avons eu à faire. Comment est-ce que nous avons eu à procéder pour devenir route, en fait? Donc, lorsque nous avons démarré la machine, la première des choses était de scanner la machine. Nous avons scanné la machine. Nous avons découvert 3 ports, essentiellement le FTP, le SSH et le HTTP. Nous avons compris que, comment on appelle ça, le FTP et le HTTP avaient un lien à partir de l'aide qu'ils nous ont donné dans 3ACMI. Nous avons ensuite, quand nous sommes connectés en anonyme sur le serveur FTP, nous avons découvert plusieurs informations, 2 fichiers et un dossier. Le dossier que nous avons trouvé était accessible en lecture, en écriture et en exécution depuis le serveur FTP, ce qui nous a permis de pouvoir ensuite uploader un fichier de reverse shell PHP dans le dossier en question. Et quand nous avons fait un GoBuster sur le serveur web, nous avons récupéré le dossier ou le dossier du moins, le répertoire caché du nom de file. Quand nous sommes rentrés sur le répertoire file depuis le serveur web, nous nous sommes retrouvés sur le même serveur FTP en fait. Donc nous sommes automatiquement redirigés. Nous nous sommes dirigés vers comment dire, je dirais, le dossier FTP qui contenait notre reverse shell PHP. Machin. Nous l'avons directement exécuté. Bien entendu, nous avons préparé un écouteur Net4 qui a reçu la demande de connexion distante, ce qui nous a permis d'avoir un shell de base avec l'utilisateur 3W Data comme utilisateur. Nous avons d'abord, comment dirais-je, nous avons stabilisé le chaîne avec STTY et Python. Ensuite,
nous avons trouvé un fichier PCAP qui contenait certaines informations sur le fonctionnement disons, le passage d'un ancien, disons, d'une ancienne personne qui avait en sa possession le mot de passe d'un utilisateur qui l'a mis directement dans la commande, en fait. Donc, lorsqu'il a fait ça, nous avons récupéré ces informations et ce mot de passe est correspondant en fait au mot de passe de notre utilisateur du nom de Lenny. Nous sommes connectés avec ce mot de passe sur le compte de ce dernier-là. Et lorsque nous nous sommes connectés, nous avons vu un script, nous avons repéré là le flag utilisateur, donc le user.txt. Et lorsque nous sommes connectés, nous avons vu un dossier script. Dans le dossier script, il y avait une commande, ou du moins un script qui s'exécutait chaque minute en tant que un processus qui exécutait le script chaque minute en tant que l'utilisateur root, en fait. Et là, nous sommes dit cela, en fait. Maintenant, pour prouver vraiment que c'était ça, puisque le script, la tâche cron n'était pas dans le fichier cron tab. Nous avons téléchargé ou uploadé un fichier du nom de PSP qui permet de, disons, monitorer la machine dans le but de capturer toutes les requêtes qui sont exécutées sous format cron, en fait. Les requêtes cron tab qui sont exécutées régulièrement, que ce soit par heure, par minute, ou ça dépendra. Voilà, donc lorsque nous avons fait ça, nous avons vu véritablement qu'il y avait une tâche, un processus qui exécutait le fichier en question en tant que root. Mais nous n'avions pas les autorisations d'écriture dans ce dernier. Donc, nous avons regardé à l'intérieur de ce dernier, on a constaté que le dernier exécutait un autre fichier, mais cette fois-ci, dont nous étions propriétaires, c'est-à-dire nous avions les autorisations de lecture et d'écriture. Nous avons pu écrire dans ce dernier avec notre reverse shell, et lorsque la minute est arrivée, le processus a exécuté avec les autorisations de route notre fichier, qui lui à son tour a exécuté le deuxième fichier auquel nous avions accès, qui lui à son tour a exécuté notre code de reverse shell et donc a établi la connexion inverse avec notre machine sur le poste 5555 qui nous a permis d'avoir un shell root en gros et qui nous a permis d'obtenir le fichier root.txt. Donc voilà un peu le processus que nous avons eu à suivre durant ce que nous venons de... Durant ce live hacking. Déjà, bon, je vois dans le chat que Marassa a partagé les liens de son extension. Et pourquoi ça pourrait vous aider? Bonsoir, pourquoi vous démarrez CV Python à chaque fois? Et c'est quoi le reverse shell d'après vous? Ok, donc il y a quelqu'un qui demande pourquoi est-ce que je démarre le serveur Python à chaque fois. Bon, en fait, le serveur Python, je le démarre juste pour télécharger des informations. Par exemple, si j'ai besoin de télécharger un fichier de ma machine vers une machine distante, il faut qu'il y ait un moyen de communication directe entre ma machine et ce dernier, en fait. Et vu que je ne suis pas, par exemple, sur un serveur de commande et contrôle comme Metasploit qui a en son sein des commandes comme download, upload qui permet juste à partir de download ou de upload de pouvoir télécharger automatiquement des informations. Je préfère passer par le HTTP en fait. Maintenant, pour démarrer rapidement un serveur rapide sur les machines, que ce soit sur ma machine attaquante ou sur ma machine victime, c'est Python qui me paraît être le choix favori. Maintenant, si tu as un autre outil, peut-être que tu considères plus rapide ou plus intéressant à utiliser, tu peux partager, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux partager si tu as un autre outil. Mais personnellement, c'est ce que je connais actuellement qui est plus facile à utiliser en fait. Parce que généralement, Python, il est présent sur beaucoup de systèmes. Par contre, s'il n'est pas présent, il y a la possibilité toujours d'utiliser aussi des binaires Python pour pouvoir le faire. Mais il est là et par contre, il est présent. Donc, je l'ai utilisé rapidement pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Maintenant, le téléchargement peut se faire soit avec dovget ou avec curl. Ici, dovget était présent, donc on l'a fait avec dovget. Par contre, il y a des rooms où dovget ne sera pas présent. Vous pouvez le faire avec curl ou d'autres méthodes si vous en avez. J'espère que j'ai répondu à la question de WonderKid. Et c'est quoi d'après vous le reverse shell? Bon, le reverse shell, c'est un shell inversé en fait. Bon, déjà, il y a deux types de shell. Hein. Il y a le shell en bind et puis le shell en reverse shell. Voilà. Donc, le shell en bind, c'est lorsque vous souhaitez directement établir une connexion, vous, avec la machine distance, mais la connexion démarre à partir de vous, en fait. Mais le problème, ce qui fait que généralement, on n'utilise pas ce type de shell, c'est qu'il peut arriver qu'il y ait des systèmes de protection qui empêchent les connexions entrantes. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas directement avoir accès à la machine.
Et là encore, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire derrière. On ne pourra pas directement avoir accès à la machine parce qu'il y aura peut-être un pare-feu qui nous bloque ou il y aura un port qui est bloqué en entrée. Par contre, que ce soit sur Linux comme Windows, généralement, le trafic sortant est autorisé. C'est pourquoi, généralement, on utilise beaucoup des reverse shells. Maintenant, ça va dépendre après des situations. Certains peuvent utiliser des bin shells. Il peut arriver des situations où le bin de bin shell est peut-être mieux utilisé que le reverse shell. Voilà. Sinon, c'est un peu ça. Le reverse shell permet juste à la victime d'initialiser la connexion. Vu que c'est elle qui initialise, le parfait aura plus confiance en elle, en fait. Maintenant, après, bon, il y a tout ce qui est port derrière. Généralement, on le fait sur des ports connus, des ports tels que 443 ou 80, parce que ce sont des ports HTTP. Ces trafics-là sont autorisés toujours dans les parfaits, sont tous généralement dans les parfaits. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Par contre, si je n'ai pas répondu à ta question ou que tu as des... Ok, voilà, donc j'ai répondu à sa question. Sinon, si tu as des ajouts, tu as des choses à... Peut-être j'ai mal répondu ou j'ai pas... Ou il y a des choses que tu souhaites ajouter, il n'y a pas de souci, tu peux parler. De toutes les façons, on est là pour apprendre. Donc, s'il y a des personnes qui ont des choses... On a terminé, on est là, maintenant, c'est le moment de discuter. Donc, s'il y a des personnes qui ont des choses à dire, s'il y a des personnes qui ont des trucs à ajouter, c'est le moment. Alexis, Oui, Bartoski. tu as déjà pensé à utiliser Tmux? Quoi? Un Tmux. Ouais. Ouais, j'ai une fois vu ça, mais bizarrement, je sais pas, mais bon, je maîtrise pas encore. Faut pas que je vais mentir, je maîtrise pas encore. Et bon, je sais que j'ai déjà vu. Mais si tu peux me vanter les mérites de ça, hein, parce que je sais pas trop. Non, c'est très bien. Attends, je vais un peu partager l'écran pour que tu vois. Ok, vas-y. Je Moi, maîtrise pas encore les commandes. j'utilise toujours ça En parce fait, que regarde, tu vois, par exemple, ici, d'accord. tu vois, comme je divise le terminal là, et le truc, c'est que tu peux créer des fenêtres. Par exemple, j'ai une fenêtre ici où c'est juste mon VPN. Ok. Ici, que j'ai lancé le VPN. Et après, tu changes de fenêtre rien qu'avec avec le clavier. Hein. Rien qu'avec le clavier, tu configures. Tu arrives à changer de Comment on fenêtre. fait pour changer les fenêtres, en fait? C'est ça, je n'ai pas compris. Par exemple, dans mon cas, c'est CTRL B et le numéro de la fenêtre. Par Ah, exemple, ici, d'accord. j'ai marqué la fenêtre 0, c'est VPN. Ok. Et ici, je n'ai pas mis de nom, mais par exemple, ici, je peux changer le nom de la fenêtre. Je mets et juste avec le numéro, tu vois, le numéro de la fenêtre, je change et tout. Je peux créer une autre fenêtre. Ça met deux ici, tu vois. Ouais. Sinon, j'avais vu ça une fois. Ouais. On m'en avait parlé, on m'a dit que c'était très intéressant. Et je crois, tu me corriges si je me trompe, mais avec Tmux, si on a par exemple eu un accès à une machine, il y a la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres sur cet accès en fait. Plusieurs fenêtres. Par exemple, je prends un exemple. On a eu un accès en net 4 sur la machine, et puis sur cette machine-là, il y a Tmux, ou bien on arrive à télécharger Tmux sur cette dernière, et on aura la possibilité, par exemple, de scinder le terminal, c'est-à-dire le premier terminal qu'on a eu juste Ah pour cette terminal. oui. Voilà. Et tu as l'avantage, c'est que si par exemple, quand tu fais du pentest, par exemple, tu utilises un serveur, ou tu travailles à partir d'un serveur, tu as Tmux, et par exemple, si ta connexion se coupe, tu peux toujours retrouver, par exemple, si je ferme ça comme ça, D'accord. par exemple, et que j'ouvre un nouveau terminal ici, pour avoir accès aux fenêtres que j'avais déjà, je fais juste Tmux A, et ça rouvre tout ce que j'avais, toujours. Il n'y a pas de souci. En tout cas, vraiment, merci pour cet ajout. Sinon, j'ai vu, mais bon, faut dire que j'avais. C'est ça que moi j'utilise toujours, c'est très bien. Ouais, ça c'est vrai. Autre chose, tout à l'heure, tu as parlé de faire les downloads, de télécharger avec Python. Ouais. Souvent, il y a les machines qui n'ont pas Python, tu peux aussi télécharger avec Netcat. Je sais pas Ah si oui, c'est vrai. si tu fais ça. Ouais, c'est vrai. Bon. Avec Netcat, tu peux mettre, voilà, tu mets sur ta machine. Flux TCP. Tu mets ça comme ça, voilà. Et sur la victime, sur le fichier que tu veux télécharger, il est capable de télécharger. Donc, il va télécharger directement, faire passer par la connexion, le tunnel qui est établi entre les deux. Exactement. Et l'enregistrer dans le fichier file de l'autre côté. Exactement. Ouais, je vois. Ouais, c'est pas faux, tu as également raison. Bon, voilà. Et le tool que l'autre a montré là, que l'autre a parlé, qu'il a envoyé les liens là en commentaire, en fait, c'est ça.
C'est ça ici. Ah, c'est ça que tu as utilisé? Non, j'utilise ça très rarement. J'utilise pas trop ça. Je préfère reverseshell.com. Ah, Mais bon, mais c'est aussi bien, voilà, tu peux aussi faire des reverse shell ici. Voilà, tu as plusieurs trucs ici. Tu as le PHP, tu as les PTY avec Python 3. ouais. Pour les commandes que tu as fait, la STTY, voilà, Ok. ils ont déjà tout ça ici, tu vois, D'accord, intéressant. que tu peux C'est directement c'est pas copier et tout. Ouais, c'est très bien. Même les trucs de PowerShell, ils ont aussi des trucs. Ouais, c'est très bien. D'accord. En tout cas, merci déjà pour les partages. Ça fait vraiment plaisir de voir, de voir cette interaction-là. Ouais. Merci déjà pour l'outil. Je vais de ce pas même l'installer bientôt. Tout à l'heure même. Dès que le live finit. N'oubliez pas de ramener les liens que vous avez eu là dans le groupe Telegram pour que ceux qui n'ont pas pu assister à, disons, au live aussi puissent en bénéficier. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on va mettre fin à la rencontre. Donc, est-ce qu'il y a une question égale? Ok, pas de souci. Donc voilà, est-ce qu'il y a une question encore? Bon, ok. Donc, il n'y a pas de question. Donc, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce live. Je pense que ce sera le dernier de l'année 2022. Et ça sera en 2023 qu'on va se retrouver encore pour faire un nouveau live. Donc, déjà, Ok. ouais, je Bon, ma laisse. question, bon, Comment? une petite question. C'est une petite question. Ma question, elle est générale, en fait. Donc, quand tu fais le pen testing, pour t'exercer sur le pen testing, tu utilises plus TryHack, parce que je vois que TryHack, mais c'est comme si c'est plus network pen testing. Il n'y a pas de web là-bas ou bien. Parce qu'en fait, je n'ai jamais été sur la plateforme, donc je ne sais pas. Si, il y a des challenges de web. Ah, ok, d'accord. Je crois, il y a un module. Est-ce que je passe ça encore? Il y a un module web. Je viens D'accord. là. Tu te montres rapidement et puis bon. Sinon, il y a un module pour ceux qui sont intéressés vraiment par le web uniquement. Il y a un module pour tout ce qui est web et tout. Il y a des modules pour pentest, il y a des modules pour offensive security, il y a des modules pour defensive security. D'accord, parfait. Voilà, voici Web Fundamental. Ils disent Fundamental, mais c'est pas vraiment Fundamental. Il y a des rooms aussi qui sont assez complexes. Donc, il est assez intéressant. Il parle de beaucoup de choses liées au web. Voilà, DNS, HTTP, website. D'accord, je vais jeter un coup d'œil à ça. Voilà. Merci. Il y a vraiment beaucoup de trucs intéressants dessus aussi. Ok. Donc, je pense qu'on a terminé. Hein. Ah, mais voilà. Et les options Axe the Boss. Bon, personnellement, je n'utilise pas trop Axe the Boss, donc je ne pourrais pas vraiment vanter forcément les mérites de Axe the Boss. Par contre, s'il y a des personnes ici qui utilisent, qui sont vraiment habituées à utiliser Axe the Boss, vous pouvez en parler. S'il y a des, je sais pas moi, des trucs sur le web là-bas. Non, sur Hackthebox, ils ont aussi les trucs sur le web, ils ont aussi les CTF comme sur Travail. Mais le problème des CTF, des rooms sur Hackthebox, c'est que même le easy de la base sur Hackthebox peut être compliqué. Ouais, c'est clair. Pour les débutants. C'est pour ça que, voilà. Machines là-bas, souvent, sont des trucs un peu plus poussés. Ouais. Par rapport à résoudre. C'est clair. Ouais. C'est plus orienté à apprentissage. Vous venez pour apprendre des notions. C'est pourquoi, généralement, ils préfèrent donner des indices pour ne pas vous permettre de perdre le temps. Alors, sur Hack the Boss, tu peux passer toute une journée, voire des semaines, sur une box seulement pour pouvoir la résoudre. Or, c'est pas le retour de 3 avec en fait. Hack the Boss, comme beaucoup aiment bien le dire, ils disent Hack the Boss, c'est pour chercher à se tester, pour chercher à voir quelles sont ses compétences, alors que 3 avec c'est plus pour chercher à avoir des connaissances. Donc, c'est un peu ça. Bon, ben, vraiment, merci pour votre présence aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire le live avec vous. J'espère que l'année prochaine, Dieu nous permettra d'avoir la force et le courage de pouvoir continuer parce que c'est pas facile toujours de trouver du temps les samedis pour faire des lives, mais par la grâce de Dieu, on y arrivera.
Donc, vraiment, merci pour votre présence et disons, à la prochaine. De toute façon, nous sommes ensemble dans le groupe Telegram. S'il y a des questions, vous pouvez toujours poser. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui répondent aussi aux questions. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Ça permet de... Voilà. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine, à l'année prochaine, disons. Ok, à l'année prochaine. Merci. Merci à vous.